20h sur la télévision Futur Média. C'est l'heure du grand journal. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bienvenue, les titres, c'est tout de suite. Journée de tension suite au renvoi du procès en appel de Barthélémy Dias. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur et ses alliés Malick Gakou, Ousmane Sonko ont été arrêtés, conduits au camp Abdou Diassé puis relâchés après 4 tours d'horloge. La nouvelle de leur arrestation a poussé les militants à manifester sur la VDN. Les voies de circulation ont été bloquées, des pneus brûlés avant l'intervention des forces de sécurité. C'est finalement le 1er décembre prochain que Barthélémy Dias et ses co-accusés feront face au juge pour répondre aux accusations les visant dans l'affaire Ndiaga Diouf. Retour sur cette journée riche en rebondissements avec les éclairages de Daoud Amine. À Matam, ouf de soulagement au sein de la coalition de Yewwi Askan Wi après que la Cour d'appel de Saint-Louis a tranché en leur faveur. Ils pourront se réorganiser pour déposer leur liste. Le nouveau mandataire annonce une plainte contre son prédécesseur Djibril Ngom qui a retourné sa veste avant à la veille du dépôt des listes. Éliminatoire Coupe du Monde 2022 avec une qualification déjà acquise. Aliou Cissé va-t-il garder l'ossature de son équipe ou la changer? Les réponses, ce sera tout à l'heure dans la page des sports. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Après-midi mouvementé au siège du PRP de Déthié Fall à la place d'un point de presse initialement prévu. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont manifesté leur colère dans la rue pendant presque une heure. La VDN a été bloquée. La situation est revenue à la normale après la libération des 3 leaders, Ousmane Sonko, Malick Gakou et Barthélémy Dias. Le récit est signé Maïmouna Ndiaye et Babacar Dione. Yewwi Askan Wi avait convié les médias à un point de presse. Coup de théâtre, la rencontre est suspendue quand les membres de la coalition ont été informés de l'arrestation de leurs 3 leaders. C'est le début des manifestations, des pneus brûlés, la VDN coupée des 2 côtés. Un dispositif sécuritaire impressionnant, des grenades lacrymogènes lancées. La foule est dispersée, le calme revenu sur la voie de dégagement nord. Barthélémy Dias, Malick Gakou et Ousmane Sonko sont finalement libérés. Alors, avec nous sur ce plateau, Daoud Amine pour les éclairages autour de cette journée de tension, on va dire. Bonsoir Daouda. Bonsoir Sarah. Je rappelle que vous êtes donc confrère, journaliste, directeur du site IGFM, mais aussi spécialiste des questions juridiques ici, en tout cas au groupe Futur Média. Alors, c'est une journée, on va dire, émaillée de tension, de violence. C'est la journée qui devait donc abriter le procès en appel de Barthélémy Dias, un procès qui finalement a été renvoyé au 1er décembre. Mais Daouda, est-ce qu'on peut dire, au regard de tout ce qui s'est passé avant, que finalement cette tension était plus que prévisible? Effectivement, cette tension était prévisible parce qu'avant même le procès, Barthélémy Dias avait tenu un point de presse, une conférence de presse, pour inviter tout simplement ses partisans à venir l'accompagner au niveau du tribunal. Déjà, c'était un appel et à partir de ce moment-là, on pouvait penser qu'il pouvait y avoir des violences. Mais je pense que ces violences-là pouvaient être évitées dans la mesure où, avant même qu'il n'arrive au tribunal, le juge a estimé que l'affaire n'était pas en état et l'avait renvoyé au 1er décembre. À partir de ce moment-là, moi j'estime que les leaders, que ce soit Barthélémy Dias et les autres leaders qui l'avaient accompagné... C'est d'ailleurs l'objet de ma seconde question, parce qu'effectivement, il s'est vu notifier Barthélémy Dias le renvoi de son procès au 1er décembre, avant même de quitter son domicile. Alors, 2 questions. Est-ce qu'il était utile et nécessaire, finalement, de se rendre au tribunal, en sachant que ça pouvait susciter l'embrasement, ou était-il obligé de s'y rendre tout de même parce qu'il était convoqué? Et la deuxième question, naturellement, puisque vous êtes spécialiste des questions juridiques, est-ce que le tribunal peut renvoyer un procès en l'absence du principal prévenu? Bon, je commence par la dernière question. Effectivement, le tribunal, la cour d'appel, a la possibilité de renvoyer un procès en l'absence du prévenu. Parce que tout simplement, le prévenu avait reçu une citation et le prévenu a été convoqué à 1h, à 9h précisément. Et ce n'était pas une audience spéciale. C'était une audience où il y avait énormément de dossiers à faire. Il y a un rôle et c'est plusieurs dossiers qui sont jugés. Et dans la pratique judiciaire, la plupart, quand il y a plusieurs dossiers, l'avocat le plus ancien demande un dossier.
Et quand il y a plus de dossiers, le juge continue tout simplement son rôle. C'est-à-dire qu'il prend les dossiers qui sont à sa possession et commence à les appeler un par un. Lorsqu'il a appelé le dossier Barthélémy Diaz, le Barthélémy Diaz n'était pas présent. Son avocat était présent. Il avait deux possibilités. Soit retenir le dossier, en ce moment-là, Barthélémy Diaz serait jugé par défaut, parce qu'il ne serait pas présent. Et s'il est jugé par défaut, son avocat n'a pas droit à la parole, parce qu'on est en matière pénale. Et en matière pénale, l'avocat ne représente pas, l'avocat assiste tout simplement son client. En l'absence de son client, on ne peut pas donner la parole à son client. Le procureur avait demandé à ce que l'affaire soit retenue, mais le juge a estimé que l'affaire n'était pas à l'état, parce que Barthélémy Diaz n'était pas présent, mais également les parties civiles n'étaient pas présentes. Il n'y avait qu'une seule personne qui était présente au niveau du tribunal. Naturellement, le juge a renvoyé d'office, c'est dans ses prérogatives de le faire. Maintenant, l'affaire a été renvoyée au premier. Le premier, Barthélémy Diaz a l'obligation de venir. Parce que rappelons que c'est un jugement d'appel. Barthélémy Diaz a été jugé pour la première fois le 16 février 2017. Il a été déclaré coupable de coup mortel, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme et 25 millions de dommages et intérêts. Mais si on le prend au mot, Daouda, Barthélémy Diaz, lors de sa dernière conférence de presse, a bel et bien affirmé qu'il ne se rendrait pas au procès si le procès était renvoyé. Mais il n'a pas le droit de dire ça. En fait, c'est pas à lui de donner des injonctions à la cour ou bien au tribunal, de dire que jugez-moi, sinon je ne viendrai plus. Et admettons qu'on le prenne au mot et qu'il ne s'y rende pas. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on le prenne au mot et qu'il ne s'y rende pas. Il y a deux possibilités. Le juge peut retenir le dossier, appeler le dossier, appeler Barthélémy Diaz, s'il n'est pas présent à la barre, il le juge par défaut. Il le juge en l'absence de Barthélémy Diaz et la conséquence, c'est qu'il sera condamné. La peine qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel sera tout simplement confirmée. Ou bien, il dit que la présence de Barthélémy Diaz est nécessaire pour la manifestation de la vérité. À partir de ce moment-là, il décerne un mandat d'amener. Il a la possibilité de le faire. Nous l'avons vu dans un procès. Dans l'affaire de la CREI, le jugement de Karim Wade, lorsque Bibo Bourgi n'était pas là, il était prévenu et que le juge a estimé que sa présence était nécessaire pour la manifestation de la vérité, le juge a décerné un mandat d'amener. On se rappelle très bien que Bibo Bourgi était venu à la barre assisté de ses médecins parce qu'il était sous civière. Le juge a la possibilité de décerner un mandat d'amener contre Barthélémy Diaz pour qu'il vienne répondre au tribunal pour la manifestation de la vérité. Il peut se dire que, bon, puisque c'est lui qui avait interjeté appel, s'il ne vient pas, c'est à ses risques et périls, je vais le juger par défaut et je vais le condamner en dernier ressort. Retour à présent sur cette tension qui a émaillé cette journée, il faut le dire. Donc on revient sur la première question. Est-ce qu'il était finalement utile et nécessaire pour Barthélémy Diaz de se rendre au tribunal alors qu'il avait eu notification du renvoi de son procès avant même de sortir de chez lui, en sachant qu'en sortant, il aurait pu créer l'embrasement? Ça, c'est la première question. Et puis, peut-être, puisqu'ils ont été arrêtés, parce que finalement, ce qui s'est passé l'après-midi, c'est qu'il y avait une conférence de prévue qui a été annulée parce qu'on leur a notifié une soi-disant arrestation des 3 leaders. Il y a eu quelques scènes de violence, la VDN bloquée avant qu'ils ne reviennent à de meilleurs sentiments lorsqu'ils ont eu l'annonce de la liberté. Effectivement, lorsqu'il a reçu la notification que le dossier a été renvoyé, il n'avait plus à se rendre au tribunal parce que le dossier était déjà renvoyé. Donc même s'il venait au tribunal, l'affaire ne serait plus retenue. Donc il était plus sage qu'il reste tout simplement chez lui et que les autres leaders qui l'accompagnaient également rentrent chez eux. À partir de ce moment-là... On peut dire qu'ils ont fait un peu dans la provocation. Ils ont fait un peu dans la provocation, il faut le dire. Parce que lorsqu'ils descendent dans la rue, ils font un certain nombre de manifestations. Les forces de défense et de sécurité sont dans l'obligation de rétablir l'ordre. Parce que quand il y a un trouble à l'ordre public, quand il y a une manifestation non autorisée, les forces de défense et de sécurité ont l'obligation de rétablir l'ordre pour qu'au moins que les Sénégalais puissent vaquer à leurs occupations. Puisqu'ils sont descendus dans la rue, la plupart, il y a une pratique qui se fait au niveau des forces de défense et de sécurité. Ils prennent tout simplement les leaders, ils les arrêtent, ça s'appelle une arrestation préventive, ils les planquent quelque part le temps que les choses se tassent et ils les libèrent. On l'a vu avec des manifestations qui sont organisées par Y'en a marre, on l'a vu avec des manifestations qui sont organisées par les gens de la société civile, on le voit également avec des manifestations organisées par des hommes politiques. La plupart, les forces de défense et de sécurité, qu'ils prennent part à la manifestation,
je pense qu'en ce moment-là, il n'y aurait pas peut-être ces manifestations qu'on a vues l'après-midi avec la VDN qui a été coupée, avec les désagréments que nous avons connus. Merci Daouda Mine pour tous ces éclairages. Un journal que nous poursuivons avec ce procès. Procès renvoyé donc à cause de l'absence du principal prévenu. La tension, toutefois, était palpable au niveau de plusieurs artères de la capitale ce matin avec un cordon de sécurité établi par les forces de l'ordre tout le long. Habib Faye. Des policiers bien armés, uniformes au complet devant le palais de la justice de Dakar. Un espace presse aménagé pour les journalistes, des entrées et sorties contrôlées. Aussitôt, le verdict est tombé. Motif. Bon, il y a un des prévenus qui a voulu poster conseil, donc pour laquelle ça a été renvoyé, parce que en fait, c'est un droit le plus absolu, c'est le droit de la défense. Donc il est venu sans son avocat, bon, il a demandé le renvoi pour conseiller un autre avocat, il faisait partie des gardes-côtes du pédestre. Donc la partie civile a toujours été présente, hein. Donc son père était à l'audience, sur l'audience, comme nous d'ailleurs, ses avocats. Donc c'est une situation de fait, on ne dit pas absolument rien. M. Barthélémy Diaz n'a pas eu la possibilité d'être présent, bien que la Cour ait commencé son audience à une heure assez raisonnable. Eh bien, il est certainement pris dans les bouchons. Maître Pape Morlian, l'avocat de Ndiaga Diouf, très remonté contre les accusations de Barthélémy Diaz sur son client. Personne. C'est un humain. C'est un fils. Il a des parents, il a des frères, il a des sœurs. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on veut le qualifier de nul. Et moi, je pense que c'est mal, comment dire. Je pense que vraiment c'est très mal dit en parlant de lui, de la sorte. Alors que c'est quelqu'un. Au 1er décembre, ce qui se passera, je ne sais pas. Peut-être tout un groupe de nouveaux avocats vont venir se constituer. Et si c'est le cas, la loi prévoit un autre renvoi pour qu'ils soient à jour, qu'ils consultent le dossier pour pouvoir assurer leur magistère dans les meilleures conditions. Ça, c'est les droits de la défense. Un procès qualifié de politique, l'avocat dégage d'un revers de main. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la politique. La justice, on ne met pas la pression sur la justice, pour moi. Bon, parce que la justice appelle à la sérénité. Elle doit faire son travail dans la sérénité. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui peut mettre la pression de telle sorte que la justice quand même je ne sais pas. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a tenu à se présenter au tribunal. Barthélémy Diaz et ses militants ont tenté de marcher de son domicile au palais de la justice, mais ils se sont heurtés aux forces de l'ordre qui ont barricadé presque toutes les artères menant au tribunal. Cependant, quelques échauffourées ont été observées à Médina, à la rue 7. Un procès renvoyé au 1er décembre prochain. Des opposants arrêtés. L'itinéraire pour se rendre au tribunal Dakar ce matin était impraticable. L'air pollué par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre, naturellement dans le but de disperser la foule. Le compte-rendu est signé Marcel Farba Maroun. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malick Gakou, entre autres, arrêtés par les forces de sécurité. Mais avant cela, c'est quelques minutes après l'annonce du renvoi du procès de Barthélémy Diaz que le convoi du maire de Mermoz Sacré-Cœur a quitté son domicile. Arrivé à l'avenue Bourguiba, le dit convoi tente de forcer le passage malgré le dispositif sécuritaire. Il finira par passer, mais une fois au point E, Barthélémy Diaz, accompagné d'Ousmane Sonko et de leurs partisans, ils seront cette fois bloqués. S'ensuivent des échanges de jets de pierre et de bombes lacrymogènes. Maintenant, le peuple a compris quel genre de président ou quel genre de justice on a. C'est pourquoi, quand il y a des événements comme ça, le peuple se lève comme un seul homme. Ce système est désormais cerné par le peuple. Après plusieurs détours, c'est à la Médina que les deux opposants vont stationner, la faute toujours à un important dispositif sécuritaire. Barthélémy Diaz est candidat, qu'on le veuille ou pas. Et s'il plaît à Dieu, on va gagner. Tout ce qui s'est passé sous le régime de Macky Sall, ce dernier le payera cher. Toujours à la Médina, cet homme partisan du candidat à la mairie de Dakar sera évacué dans une ambulance. Il a reçu une balle à blanc. Le jeune homme n'a rien fait. Il conduisait son scooter et on lui a tiré une balle à blanc. Mais moi qui vous parle, cela m'a frôlé une partie de mon pantalon. C'est comme s'il n'y avait plus de loi dans ce pays. Rappelons que le procès en appel de Barthélémy Diaz a été renvoyé au 1er décembre 2021. Une nouvelle date à prévoir dans les agendas.
Il est l'un des co-accusés de Barthélémy Dias dans l'affaire Ndiaga Diouf. Son nom, Babacar Faye, est devenu Babacar Faye Avance depuis cette tragique journée du 22 décembre 2011. 10 ans après les faits et un énième renvoi du procès, eh bien, le jeune militant socialiste appelle la justice à vider ce dossier qui, selon lui, n'a que trop duré. Lisa Prera nous dresse son portrait. Militant socialiste pure souche, un des compagnons de Barthélémy dans la convergence socialiste. Babacar Faye Avance est aussi un de ses plus grands défenseurs, comme en attestent ces images lors de l'affrontement de décembre 2011. 10 ans après, il se rappelle de cette journée mémorable. Un matin, des gens sont venus à la mairie en pick-up pour attaquer le maire Barthélémy Dias, du temps où il était le secrétaire des jeunesses socialistes. Étant un militant socialiste et employé à la mairie, je ne pouvais pas rester de marbre. Et il faut dire que mon compagnonnage avec Barthélémy Dias date de très longtemps. C'est un jour inoubliable. Une affaire judiciaire dont Babacar est un des co-accusés du maire de Mermoz Sacré-Cœur. 10 ans d'une attente interminable, 10 ans où beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ces années d'attente sont difficiles parce qu'entre-temps, j'ai perdu un soutien de taille en la personne de ma mère. C'est l'une des choses qui me font le plus mal dans ce dossier. Aujourd'hui, ce natif du village de Simal dans le département de Fatick ne souhaite qu'une chose, que ce dossier, toujours pendant devant la justice, soit vidé, et cela définitivement. La Cour d'appel de Saint-Louis transige en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam. Elle vient de demander une réorganisation de cette coalition pour enfin qu'elle puisse déposer ses listes d'investiture au QG de Yewwi Askan Wi. C'est le soulagement. Le mandataire départemental, toutefois, annonce une plainte contre son prédécesseur, Djibril Ngom, ancien mandataire de la coalition qui a rejoint la mouvance présidentielle à la toute dernière minute. Et nous écoutons le nouveau mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam. Il s'appelle Mamdoussi et il est au micro d'Ali Bandalian. C'est seulement un bonheur immense, vraiment une joie indescriptible que nous avons ressentie, nous, de la coalition Yewwi Askan Wi du département de Matam. Alors, depuis que l'information est tombée, sur quoi vous êtes maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, depuis que l'information est tombée, il y a qu'à un certain moment, frappé par la déception, nous avions un peu arrêté le travail. Mais depuis que l'information est tombée au niveau départemental, vraiment le travail a repris pour que le plus tôt possible qu'on puisse déposer les listes comme ça devait se faire depuis longtemps. Mais malheureusement avec cette trahison, donc ce retard a été constaté, malheureusement. Alors, allez-vous poursuivre comme vous l'aviez annoncé, Djibril Ngom? Oui, naturellement, parce que de tels actes ne doivent pas rester impunis dans un état de droit. Donc M. Ngom, il sait bel et bien que la justice sénégalaise, qui vient de se laver son honneur, continuera dans cette lancée. Et une plainte sera déposée naturellement pour qu'il réponde de ses actes. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Et toute personne qui agit doit en assumer une entière responsabilité. Croyez-vous que le préfet de Matam va vous faciliter? La décision de la Cour d'appel de Saint-Louis, avec cette décision, le préfet, je crois qu'il n'a plus de décision autre ou bien de pouvoir autre que d'accepter nos listes. Maintenant, à nous de travailler pour qu'il n'y ait pas de motif de rejet. Et sur ce point-là, Inch'Allah, nous ferons un travail parfait. Allez, fini la politique, parlons consommation. À présent, la grève des boulangers fait l'affaire des vendeurs de bouillie de mil. Cela fait 2 jours que ces derniers disent se frotter les mains, tant la demande est en hausse. Une aubaine, il faut le dire, de courte durée, puisque la production devrait reprendre dès ce vendredi. Lamine Fall, Thierno Laurent Mendy ont fait un tour dans les boulangeries, mais aussi chez les vendeurs de bouillie. On regarde ça. La grève des boulangers, décrétée depuis 2 jours, combinée à la spéculation de la farine sur le marché national,
entraîne des conséquences négatives auprès des populations, dont évidemment le manque de pain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, pâtissiers et vendeurs de bouillie de mil se frottent les mains. Oui, ça marche depuis qu'on a fait la grève. Bon, ça augmente, les clients, ça augmente. J'ai même pas l'habitude de descendre à cette heure, mais à cause de la grève, ça finit vite. Les fondés, ça finit vite. On fait plus de bénéfices depuis que la grève a commencé. Ça va bien. Ça va bien. Le pain devenu introuvable, les populations se rabattent sur la bouillie de mil. J'ai pris que du fondé, puisque je n'ai pas le choix. J'ai pris que du fondé. Même bien avant qu'on fasse la grève, les gens boivent du fondé. Mais maintenant qu'il y a de la grève, les gens, au lieu de se fatiguer à cause du pain, ils aillent acheter du fondé. Véritable alternative au pain, la bouillie de mil s'impose comme une solution de rechange. J'aime bien le fondé, puisque ça fait partie de nos plats. Toute personne qui est africaine savent que le fondé, c'est le nôtre, quoi. En attendant la levée du mot d'ordre de grève, pâtissiers et vendeurs de bouillie de mil voient leur commerce tourner comme de petits pains. Face à une installation anarchique des panneaux publicitaires sur la corniche ouest, la DESCOS sévit. La direction de la surveillance du contrôle de l'occupation des sols est entrée en action ce mardi. Il est ainsi demandé aux régies publicitaires de procéder au retrait de leurs panneaux avant la fin du mois de novembre. Pas moins de 170 panneaux dressés sur la corniche ouest sont concernés par cette mesure. L'opération de désencombrement concerne l'axe allant de la plage de Koussoum à la mosquée de la Divinité. Elle vise à lutter contre la pollution visuelle, mais aussi et surtout à veiller à l'amélioration de la fluidité de la circulation routière. Cher Diop. La DESCOS passe à l'acte. Elle fait le grand ménage sur la corniche ouest de Dakar envahie par les panneaux publicitaires. L'objectif de cette opération de désencombrement est de lutter contre la pollution visuelle. Et surtout pour des raisons de sécurité. Parce que vous savez que rien qu'entre Koussoum, la plage de Koussoum et la mosquée de la Divinité, nous avons dénombré 170 panneaux. C'est trop. C'est trop. Et cette occupation anarchique de la voie publique, cet acharnement sur la corniche par des régies publicitaires est vraiment anormal. 170 panneaux publicitaires sont concernés. Ils sont implantés dans une anarchie totale, sans le moindre respect des normes. La plupart installés sans la DESCOS qui dit avoir servi à des sommations aux propriétaires. Des deadlines leur ont été donnés. 10 jours, une semaine pour ceux qui sont du côté mer et 15 jours pour ceux qui sont du côté terre. Malgré tout, vous constatez que rien n'a bougé. Et nous-mêmes, nous avons pris le temps de servir un communiqué de presse qui a été lu et publié par... Le matériel enlevé sera déposé à la fourrière municipale de Grand Yoff. Et l'autorité municipale, conformément au texte, prendra la décision et la suite à donner par rapport à ça. Donc je pense que notre mission aujourd'hui, c'est d'abord d'enlever ce qui gêne et ensuite mettre le matériel à l'abri peut-être de ceux qui pourraient être tentés de les enlever. Une opération de 10 jours, embellir, assainir et faire un suivi. La DESCOS, avec l'aide de l'AGEROUTE, compte conformer aux directives du président de la République pour un meilleur cadre de vie dans la capitale. À Saint-Louis, retour au calme après une violente tempête qui a opposé étudiants de l'université Gaston Berger et administration. Un accord a été finalement trouvé pour satisfaire aux requêtes de ces apprenants. Parmi ces requêtes, l'assainissement du campus, mais aussi l'amélioration de la fourniture en eau qui seront bientôt effectifs puisque des travaux sont prévus pour être entamés bien avant la fin de cette semaine. Ousseynou Diop.
Les services fiscaux de Saint-Louis ont prélevé la somme de 200 millions de francs CFA dans les comptes de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, une décision qui irrite les travailleurs de l'UGB. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un agent de l'État va encore nous replonger dans cette atmosphère de crise qui n'est pas bon ni pour les études, mais également pour un bon fonctionnement de l'administration. Les enseignants du supérieur ont également tenu une assemblée générale au sein de l'Université Gaston Berger. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur ose le ton. Selon le secrétaire général de la section 16 de l'UGB dans la Socéfale, cette décision est venue dans un contexte particulier, marqué par la fin de l'année budgétaire. Et après avoir bloqué les comptes de l'université, il s'est permis de soutirer 50 millions de nos comptes et plus tard 150 millions, ce qui fait un total de 200 millions. Et donc nous, en tant que syndicat, nous ne pouvons pas accepter que l'université soit bloquée. Les travailleurs et les syndicalistes de l'UGB ont décrété 48 heures de grève pour appeler les services fiscaux à revenir sur cette décision. 48 heures, c'est pour l'intersyndicale, c'est aujourd'hui pour l'université Gaston Berger. Mais si la situation ne s'améliore pas, toutes les universités sénégalaises vont aller en grève. L'Assemblée générale nous a donné mandat pour que nous marquions un arrêt de travail de 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi et jeudi, dans toutes les universités publiques. Et c'est ce que nous avons observé au niveau de l'université et nous nous félicitons du fait que les camarades ont bien suivi le mot d'ordre. Aujourd'hui, l'université Gaston Berger de Saint-Louis est complètement paralysée. Travailleurs et syndicalistes craignent des perturbations après le prélèvement de 200 millions de francs CFA dans les comptes du Temple du Savoir. Allez, du sport, avant de clore cette édition, le sélectionneur Aliou Cissé aura l'embarras du choix pour ses 11 lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mettre les cadres ou tester les autres sélectionnés sont des options, entre autres. Et le récit est signé Cheikh Sadibou Diarra. L'équipe nationale du Sénégal, déjà qualifiée au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. 2 options s'offrent aux sélectionneurs lors des 2 dernières rencontres du 2e tour. Continuer à parfaire le collectif des Lions ou tester la profondeur de son banc. Aux yeux des observateurs, il va prendre la première option. De manière générale, on peut considérer que Aliou Cissé va prendre ces 2 matchs-là comme des matchs de préparation à la CAN qui lui permettront de peaufiner ses stratégies, de peaufiner son système de jeu, de revoir son groupe. Ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés à 2 journées de la fin qu'on devrait jouer avec des freins ou bien qu'on devrait mettre une équipe de coiffeurs. Moi, ce n'est pas mon entendement. Je voudrais vraiment qu'Aliou Cissé termine ses éliminatoires en beauté, pourquoi pas réaliser un grand chelem. Outre le choix des hommes, Aliou Cissé doit aussi faire avec la menace de suspension qui pèse sur la tête de nombreux lions. Il s'agit de Sadio Mané, il s'agit de Kalidou Koulibaly, il s'agit de Abdoul Diallo, il s'agit d'Ibrahima Mbaye, il s'agit de Fodé Ballo-Touré. Donc ce sont des joueurs pour les 3 ou 4 quand même qui sont des cadres de cette sélection-là. Je ne sais pas. Est-ce que pour le 3e tour, les cartons jaunes vont être supprimés, le compteur va être remis à 0? Si tel n'est pas le cas, moi je crois que ces 2 matchs-là, il faut mettre les joueurs et pourquoi pas souhaiter pour qu'ils puissent obtenir un 2e carton jaune qui va les empêcher par exemple de jouer notre dernier match. Sans grand enjeu, le match Togo-Sénégal de ce jeudi à partir de 19h ne manque pas d'intérêt pour les Lions. Entre autres, donner un signal fort aux futurs adversaires sur leur puissance et leur détermination à vaincre partout. Et le Sénégal s'attend à un match difficile ce jeudi face au Togo. Pour Aliou Cissé, c'est de bon augure en vue de la préparation de la prochaine CAN en janvier 2022 au Cameroun. Nous suivons Aliou Cissé. Personne ne peut prédire en réalité la physionomie d'un match, comment ça peut se dérouler de la première jusqu'à la 95e minute. Une chose que je suis sûr, c'est que le Togo ne jouera pas bloc bas. Ça j'en suis sûr et certain. Je crois que le danger pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match de demain avec du sérieux, avec de la concentration surtout. Et essayer en tout cas de tout faire pour pouvoir le gagner. Nous sommes conscients que ça ne sera pas un match facile. Du fait que le Togo est allé gagner au Congo, et on sait que c'est difficile d'aller jouer au Congo et de rapporter 3 points. Ils l'ont fait, et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'ils
ils vont le matérialiser, ils voudront en tout cas le matérialiser face au Sénégal. Donc nous savons que nous n'avons pas beaucoup de matchs de préparation aussi à la CAN. Notre temps de préparation ne sera pas beaucoup. Du fait qu'on s'est déjà qualifié, je pense que ces deux matchs-là, que ce soit contre le Togo demain et dimanche contre le Congo, doit nous permettre de préparer cette CAN très importante qui est attendue pour notre pays. Le nouveau pensionnaire de l'équipe du Sénégal, Pape Gueye, lui, est impatient de jouer ses premières minutes avec la tanière. Le milieu de terrain d'affirmer encore sa détermination pour ses premiers pas dans la tanière. On le suit. Parce que c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. Ce choix, il n'a pas été forcé. C'était un choix, entre guillemets, normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays avec une très grosse équipe, un très bon coach. Et j'ai hâte de commencer ça. Voilà qui met un terme à cette édition. Je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toute notre plateforme digitale. Ne bougez pas. Tout de suite, Soir d'info reprend ses droits avec Pape Djibril Fall et Ndeye Fatnian qui sont déjà présents sur le plateau. Ils reçoivent ce soir Malik Fall, secrétaire général du SAES. Bonsoir Pape Djibril. Bonsoir Ndeye Fatou. Bonsoir Sarah. Merci. Et bonne émission. Merci beaucoup.